Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Soukaina. Bonjour. Bienvenue sur Séoul Connect et merci d'avoir accepté mon invitation d'enregistrer un épisode. Merci à toi surtout de m'avoir invité pour parler de mon expérience. Je ne sais pas si ça pourra être utile à d'autres personnes qui sont intéressées à la Corée, mais en tout cas, on peut en discuter aujourd'hui. Avec plaisir. Eh ben, allons-y. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter en quelques phrases. Alors, donc, je m'appelle Soukaina, j'ai 27 ans. Je suis arrivée en Corée officiellement en 2017, mais j'étais déjà venue une première fois en fait en 2014 pendant mes études. Donc là, en cumulé, je vais avoir presque 5 ans, je dirais, de passif en Corée du Sud. D'accord. Surtout en travaillant, j'ai pas fait d'échange ou d'études ici. Donc c'est plus le volet professionnel que j'ai expérimenté. À la base, j'ai un background d'ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Et voilà, j'ai surtout travaillé dans des domaines techniques. D'accord. On reviendra, ouais, si tu veux bien, on reviendra sur ton expérience après. Mais donc là, justement, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu commences un nouveau job là, ce mois-ci. C'est ça. Alors, oui, oui. Alors, je viens de commencer cette semaine chez Sephora Corée, donc en tant que chef de projet sur une migration donc, de leur système interne SAP. Et donc là, j'ai une semaine assez intense parce que je suis censée un peu comprendre tous les tenants et aboutissants du projet qui, en fait, on est en plein milieu du projet et du coup, j'ai pas mal de choses à apprendre, mais bon, c'est très intéressant. Félicitations déjà, oui, parce que Sephora, c'est une belle marque française. C'est un CDI? Alors non, moi, je suis en tant que consultante. Donc, pour l'instant, on a le projet qui est validé jusqu'à la fin d'année où il y a la mise en... Comment dire le go live. Je ne sais même plus parler français. Oui, mais je crois que c'est clair. D'accord. Et après, pour la suite, je sais qu'il y aura certains autres projets, mais donc techniquement, je suis externe. Je ne suis pas en CDI chez Sephora directement. D'accord. Comment ça marche pour le visa? Alors, tu as ton propre visa? Alors, moi, j'ai un visa permanent ici, donc je n'ai pas besoin d'être portée par l'entreprise. Mais c'est vrai que si je n'avais pas été dans ce cas-là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Parce que du coup, j'aurais dû être sponsorisée soit par Sephora, soit par l'entreprise qui me porte en tant que consultante. Voilà, oui, toi, tu as ton propre visa, d'accord? Donc, ils t'ont embauché en consultante. Bon, ça reste une très belle mission et une très belle marque à ajouter à son CV. C'est grand comment, Sephora en Corée? Alors actuellement, ils ont 6 magasins. Il faut savoir que Sephora en Corée, ils ont débuté assez tardivement, entre guillemets, dans le sens où leur première ouverture de magasin, ça a été fin 2019. Donc, ils avaient apparemment déjà essayé il y a quelques années, ça n'avait pas trop réussi. Et là, en 2019, ils sont venus vraiment avec, je dirais, les moyens. Et donc, en même pas 2 ans, là, ils ont fait des ouvertures de 6 magasins au total, donc tous sur Séoul. Ils n'ont pas encore de magasins hors de Séoul. Et ils sont en plein développement des opérations. Après, moi, le bureau où je travaille, du coup, qui sont les headquarters, on a à peu près une 50aine de personnes, je dirais, qui travaillent donc en back-office pour soutenir les opérations. Et après, il y a tout le personnel de magasin. Ça, je n'ai pas encore retenu tous les chiffres du nombre de personnel dans chaque magasin. Oui, bien sûr, mais je parlais plutôt du siège. Ouais, donc c'est une 50aine de personnes. Il y a d'autres Français ou internationaux? Alors non, je suis complètement en immersion où il n'y a que des Coréens là dans le bureau. Après, moi, dans mon travail, concrètement, comme je gère la migration du système, je suis beaucoup en lien avec les équipes à Singapour, en France, en Chine. Donc, je ne suis pas complètement esselée avec uniquement des Coréens. Mais physiquement, oui, il y a que moi comme étrangère dans les bureaux. Même le patron de pays de Sephora Oui, Corée? la CEO de Sephora Corée, c'est une Coréenne. Donc, D'accord. Ça parle beaucoup coréen alors au bureau? oui,
Oui, clairement. Ils comprennent tous l'anglais, donc c'est vrai que quand il y a des moments où moi, parce que je parle coréen quand même assez bien, mais quand j'essaie d'expliquer des points techniques, je peux leur parler en anglais, il n'y a pas de souci. Après, la langue de conversation, ça reste le coréen. Que tu maîtrises, toi, plutôt bien, alors. Ça va, je me débrouille. D'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est important parce que ça veut dire Mhm. visa plus langue. Oui. Sont deux choses, sont deux des critères un peu importants. Bon, mais il y a aussi ton background, évidemment. Donc, c'est une mission plutôt technique, hein. Toi, tu es un profil plutôt technique, hein, c'est ça? Alors, je suis pas experte technique, Mhm. très honnêtement. J'ai eu des bonnes connaissances générales sur les différents sujets techniques. Après, moi, j'ai plus une appétence, je dirais, pour tout ce qui est informatique, IT ou haute technologie, plutôt sur l'électronique. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent plus. Après, je vais pas être référente technique en général sur les postes que j'occupe. C'est plus être là pour faire le lien entre les équipes techniques et les équipes business, ou faire le lien entre deux équipes techniques qui se comprennent pas, ou D'accord. être là pour faire un peu la gestion du projet. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une certaine compréhension. Voilà. Il ne faut pas être complètement perdu. En mode chef de projet, voilà, qui comprend bien qu'il y a un background technique, je veux dire, par opposition à des gens du marketing ou du commercial qui seraient. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Et comment tu as trouvé ce job? J'ai pas cherché. Pour le coup, j'ai été contactée. C'est vrai que de toute façon, je vais pas mentir, la plupart des jobs que j'ai trouvés en Corée, mis à part mon tout premier job où ça a été, je dirais, une candidature classique avec CV, etc., c'est souvent aidé par le réseau. Et là, pour cette fois-ci, en fait, j'ai été contactée par une personne que je connais en Corée, qui, en fait, c'est l'entreprise qui me porte en tant que consultante, qui m'a dit, oui, on a Sephora, enfin, il m'avait pas dit Sephora, il m'a dit, on a une entreprise qui cherche un chef de projet et je connais ton profil et est-ce que ça t'intéresserait de au moins envoyer ton CV, voir leur retour. Donc, ça s'est fait un peu Voilà, ouais, mais le de manière visa, la fortuite. langue, le réseau, un cas d'école d'y C'est ça. travail en Corée, donc pour que les gens sachent un peu à quoi s'attendre. Mhm. Idéalement, c'est ce qu'il faut réunir, même s'il y a il y a des cas différents, parce que j'en ai eu dans le podcast qui arrivent directement de l'étranger. Toi, tu étais là sur place, donc tu quittes un poste déjà. Tu étais où avant? Alors, avant, j'ai travaillé pour un moment chez Fairtrade International, du coup, qui n'était pas forcément dans mon domaine d'application préféré, je dirais entre guillemets, mais eux, pareil, ils m'avaient contacté parce qu'ils avaient un projet en lien avec la big data qui était subventionné par le gouvernement coréen. Donc, où j'ai vachement aidé sur la mise en place des documents avant-projet, en fait, les propositions qu'on envoyait avec la mise en place des budgets, des plannings, etc. Sauf que malheureusement, la situation Covid s'est un peu éternisée, Oui, plus que ce que le gouvernement, je pense, avait prévu. Et du coup, il y a eu, je pense, une restructuration en interne des budgets, où ils ont mis des priorités sur d'autres choses que ces projets-là de développement qui sont très bien, mais qui ne répondent pas aux urgences, hein, on va être très honnête. Du coup, je faisais un petit peu de gestion de projet, mais sur des petits projets. Mais c'est vrai que même si je cherchais pas activement, le poste que j'occupais avant, j'avais pas trop de perspectives d'évolution, je dirais concrète sur l'année à venir. d'accord. Donc Tu y étais voilà. depuis combien de temps? Pas si longtemps que ça non plus, parce que c'était depuis fin juillet de l'année dernière. Donc D'accord, mais tu avais j'ai même vu pas que commencé. ouais, ça n'allait pas évoluer forcément dans Ça le sens avançait qui pas te. énormément. Ouais. Et la crise arrangeait rien du tout. D'accord. Et donc, Exactement. à côté de ça, tu es à la French Tech? Oui, alors ça aussi, c'est récent. Ça bouge. Je pense que un des aspects qu'il faut savoir quand on vient en Corée, c'est que les choses bougent rapidement. Il faut savoir un peu suivre Oui, comme les gens le d'ailleurs. fil des choses. Oui, il est aussi, effectivement. Et donc oui, la French Tech, je suivais la communauté French Tech quand même depuis au moins 2 ans, je dirais, où je participais à leurs événements, etc., parce que c'était intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des startups, au niveau de la communauté française. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime entretenir son réseau Ouais. sur le long terme. Je sais que, voilà, au début, quand j'ai commencé à participer aux événements, j'avais pas forcément des retombées concrètes tout de suite. Ça m'a pris quelques années, mais je vois très bien les fruits de ce travail-là aujourd'hui parce que je connais un peu les personnes clés. Je commence à avoir des bonnes relations avec des Français qui sont là un peu plus que juste un an puis qui partent. Et donc, à la suite de ça, j'ai vu que la French Tech recrutait leur nouveau board pour 2021.
Donc, même si personnellement, je ne suis pas fondatrice de start-up, je me suis dit, pourquoi pas postuler et voir si ça les intéresse, ils me contacteront. Et justement, ils m'ont contacté en me disant qu'effectivement, par rapport à la mission French Tech, donc les conditions qui sont déterminées par les équipes en France, au niveau du board, ils préfèrent avoir des fondateurs de start-up, des entrepreneurs, enfin des personnes qui sont vraiment concrètement impliquées dans l'entrepreneuriat ou dans les investissements, mais que par contre, ça les intéressait de me garder dans l'équipe en tant que coordinatrice de communauté. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai intégré le board de la French Tech Séoul. D'accord, donc tu es au board et tu es la coordinatrice de la communauté. Donc, ça revêt quoi ce job? Alors, c'est pas c'est pas un job qui est exactement déterminé, mais après, je reste quand même la personne qui est censée suivre tout ce qui est communication, les différents événements qui sont organisés, voir que c'est bien diffusé sur tous nos réseaux, avoir aussi les personnes qui rejoignent la communauté French Tech ou qui ont des propositions de projets, voir que ce soit bien communiqué au niveau du board et qu'on fasse qu'on ait des actions concrètes par rapport à ces propositions-là. Voilà, ça va être surtout ça. Et après, j'ai aussi un chantier interne, je dirais, mais c'est plus personnel, d'amélioration de nos outils qu'on utilise. Parce qu'il faut savoir que voilà, les membres de la French Tech, on est tous bénévoles. On fait ça en plus de notre temps de travail. Oui. Donc, on a quand même du temps qui est limité. Donc, il faut arriver à être suffisamment efficace pour réussir à quand même organiser des événements et avoir de la plus-value pour les membres de la communauté, mais aussi de ne pas y passer 20 heures par semaine, parce qu'on ne les a pas, ces 20 heures, hein. Oui. Très concrètement. Donc, il y a ces deux volets-là. D'accord. Oui, parce que la French Tech, on peut suivre les événements sans être membre, mais on peut aussi devenir membre gratuitement en s'inscrivant sur le site web, c'est ça? C'est ça. Et donc, toi, tu t'occupes aussi de la relation avec ces nouveaux membres, voire avec les membres existants, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord, Donc, très bien. c'est vrai que… Mais de toute manière, oui, nos événements, comme tu l'as bien dit, ils sont ouverts. Il n'y a pas besoin d'être… C'est pas un clan qui est fermé, hein. Il n'y a pas besoin d'être membre pour participer à nos événements. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait uniquement des événements en ligne à cause du Covid. Mais avant, il y avait énormément de sessions networking. On pouvait rencontrer des personnes. Et moi, je sais que même juste en tant que membre de la communauté, c'était hyper intéressant dans le sens où on avait des possibilités de rencontrer des personnes vraiment clés en Corée qu'on ne peut pas du tout rencontrer à d'autres occasions. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Puis il y a le groupe Slack qui permet aussi d'échanger, de rencontrer du monde, de passer soi-même des demandes, de se présenter, etc. Tout à fait. Très bien. Non, mais c'est vrai que ce sont des outils très pratiques quand on arrive. J'en sais quelque chose puisque je l'ai beaucoup utilisé aussi pour voir un peu qui est là et puis rencontrer des gens. Cette communauté, oui, donc tu la trouves active, pas encore très active, importante, qui pourrait se développer? Alors, je pense elle reste active dans une certaine mesure. Après, comme j'ai dit, nous, on est tous des bénévoles, donc on agit selon nos capacités, je dirais, temporelles. Mais après, si, il y a quand même des beaux événements. Là, on a un événement qui arrive bientôt en mai, le Tech for Good, qui est organisé en collaboration avec la Chambre de commerce française en Corée. Donc, il y a un gros événement où, en général, on a quelques représentants, je dirais même politiques français, qui viennent. Cette fois-ci, on croise les doigts qu'il n'y ait aucun souci. Normalement, on aura Cédric O présent. Espérons qu'il aura un visa, oui. C'est ça, ou même en ligne. Il n'y a pas de souci. Mais donc, qui sera présent. On a des représentants donc, de l'ambassade, de la Chambre de commerce, des représentants aussi de grosses entreprises coréennes qui viennent pour expliquer un petit peu leur venture capital, leurs accélérateurs pour les startups, et d'autres intervenants qui expliquent un petit peu tout l'écosystème startup et tous les liens qu'on peut y apporter. Tech for Good, ça reste quand même très orienté développement durable, avoir des projets qui aient du sens en termes social, en termes écologiques. Voilà. D'accord. Très bien. Si on remonte un petit peu en arrière, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce qui t'a amené en Corée?
Alors, moi, d'origine, je suis lyonnaise. Donc, j'ai fait Ok. toutes mes études à Lyon, puisque même mes études d'ingénieur, j'étais à Centrale Lyon, donc j'ai pas trop bougé, j'avouerai. Donc Mais Lyon même. Lyon, ouais. Lyon, ouais, d'accord. Et, et bon, du coup, personnellement, depuis mes années, je dirais lycée, et ça s'est un peu plus concrétisé, je dirais, mon idée pendant ma prépa, puis mes études d'ingénieur, j'avais vraiment envie d'avoir une expérience professionnelle en Asie. Donc l'Asie vraiment en général, parce que pour moi, en tout cas, ce que ça représentait à l'époque, c'était des pays où technologiquement, il y avait une manière d'innover qui était complètement différente de ce qu'on fait en Europe Mhm. et une vitesse de progression, ouais, de développement qui n'était pas comparable avec ce que je pouvais voir moi autour de moi. Et ça m'intriguait, j'avais vraiment envie de voir concrètement comment ça se faisait. Et pour la petite histoire, quand j'étais encore en école d'ingé, moi j'avais commencé à apprendre le chinois parce que mon projet en fait c'était pas d'aller en Corée, c'était d'aller en Chine. Ben, sache que Et voilà, tu n'es pas la première dans ce voilà. podcast. C'est marrant, mais d'accord. Donc j'étais vraiment motivée hein, pour le coup parce qu'en plus le chinois c'est pas facile comme langue à apprendre, c'est assez facile au niveau de l'oral, la communication, mais dès qu'on commence à essayer de lire et écrire, ça devient assez complexe. Ouais. Euh, et en fait, il se trouve que bah, pile pendant mes années école d'ingénieur, je sais pas si c'est à ce moment-là que la loi a été changée ou si c'est à ce moment-là que ça a explosé un peu comme réalité, mais on peut pas obtenir de visa de travail tant qu'on n'a pas un master plus 2 ou 3 ans d'expérience. En gros, ils voulaient avoir que des personnes qui ont vraiment une expérience concrète En Chine, donc. en Chine. Ouais. Et donc, je lisais un petit peu, je me suis un peu renseignée, et ce que je voyais, c'était que les gens faisaient un peu du travail au black ou des petits stages ou des choses comme ça. Et moi, c'était pas du tout ce que je voulais. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, la Chine, ce sera peut-être plus tard. Mais comme je voulais absolument commencer ma carrière en Asie, après, ça reste un choix qui est assez, je dirais, risqué dans le sens où c'est compliqué de faire comprendre son passif, enfin, son background quand on arrive en tant que jeune diplômé. Mais ça restait quand même mon projet. Je me suis dit, bon, bah, du coup, il me reste, bon, je visais quand même l'Asie du Nord, entre guillemets. Donc, j'avais soit le Japon, soit la Corée. Et j'ai fait une année de césure. Et pendant cette année de césure, j'avais quelques amis que je connaissais en ligne en Corée qui m'ont dit, bah, viens et regarde si ça te plaît. Et en fait, du coup, un peu comme par hasard, je me suis retrouvée en 2014 à faire un premier voyage en Corée. Et ça m'a vraiment plu dans le sens où pas uniquement, je dirais, au niveau de la langue, mais même culturellement, j'arrivais beaucoup plus à communiquer avec les gens et à me faire des amis que des personnes japonaises que je connaissais déjà en France, où il y a toujours un peu cette distance dans la culture japonaise où ils vont essayer tout le temps d'être très polis, très voilà, de pas trop dépasser autour des lignes, etc. Et c'est vrai que je ressentais pas trop ça avec les personnes coréennes avec qui j'échangeais. Ils sont parfois très bruts de décoffrage, en tout cas quand ils sentent qu'il y a une certaine amitié ou qu'il n'y a pas trop de différence d'âge. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, bon, bah, il y aura sûrement des points difficiles, mais je pense que je peux arriver à trouver ma place ici. D'accord. Donc à Et l'époque, tu étais touriste ou PVT? alors, à l'époque, j'étais en visa touriste. Donc, j'ai pas pu, vu que c'était en année de césure, j'ai pas pu faire de travail, je dirais, concret. J'ai fait un petit stage pour valider au niveau de mon école, mais c'était pas extrêmement qualitatif, je dirais, en termes de valeur ajoutée. Mais non, j'étais 100% touriste. D'accord. Non, mais c'est-à-dire que oui, tu as découvert la Corée comme ça en prenant le temps d'y habiter un peu Mhm, comme une locale, mais sans forcément travailler encore à l'époque. c'est D'accord. ça. Donc, tu es resté combien de temps? Alors, du coup, à l'époque, je suis restée 6 mois. Donc, j'ai fait un petit aller-retour, comme tu sais, vu que le visa de touriste n'est que de 3 mois. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en visa touriste qui font ça quand ils veulent pas Un visa run, quoi, rester. oui. Oui, Ouais, c'est oui. ça. Un Enfin, un visa petit visa run run au pour Japon. faire 3 mois de plus. Oui, alors je sais pas si aujourd'hui la Corée sont encore aussi cool sur ça, mais je sais qu'à l'époque, ça posait pas trop de problèmes. Enfin, au niveau de l'immigration, ils savent qu'il y a certains étrangers qui font ça et ça les dérangeait pas trop, mais je sais que les dernières années, comme ces dernières années, c'est vrai que la Corée a beaucoup été sous les projecteurs, hein, je ne vais pas mentir. Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt. Et je pense que le nombre d'étrangers qui viennent en tant que touristes doit être bien plus élevé que moi quand j'étais, donc en 2014, où c'était encore
les débuts, je dirais, de la découverte de la Corée et de ce qui se passe en Corée, où là, vraiment, ce que j'ai ressenti en tout cas, il y avait beaucoup moins de discours et de débats autour des étrangers qui sont présents physiquement en Corée. Donc, Oui. c'est vrai que ça ne m'avait pas posé de problème. Oui, et puis je pense que si tu le fais une fois, si tu le Oui, fais une une fois, ça fois, c'est vrai passe. que Si étais allé 3 ou 4 fois au Japon de suite, oui. peut-être au bout d'un moment, ils auraient. Ça se fait beaucoup en Asie du Sud-Est, hein, Ouais, et ils ont souvent des problèmes au bout d'un moment, mais c'est pas la première fois. En général, c'est quand il y a 10 tampons du même pays, on commence à poser des questions. D'accord, donc 6 mois et ensuite tu retournes en France, c'est ça? c'est ça, parce que j'avais pas fini mon école d'ingé, il me restait quand même un semestre, pardon. D'accord. Du coup, donc j'ai fini mon semestre, plus j'ai fait mon stage de fin d'études. Alors, j'aurais voulu faire mon stage de fin d'études en Corée, sauf que pour un stage de fin d'études d'ingénieur, les conditions, elles sont quand même très précises. Il faut quand même que ça rentre dans le cadre de nos études et il faut que le travail qu'on fait soit d'une certaine qualité, enfin que je puisse présenter une sorte de mémoire avec quand même des éléments techniques qui soient concrets, qui expliquent ce que j'ai fait. Ça ne suffit pas de faire un stage café. Oui. Du coup, j'ai quand même pris la solution, je dirais, sécuritaire de faire mon stage de fin d'études en France. Et après ça, je suis revenue en Corée. Donc, ça nous met en mars 2017. Et là, en mars 2017, tu reviens avec un job ou dans quelles conditions? Alors, je reviens avec mes petites économies et un PVT. Où là, je me dis, bon, bah, ça va vraiment être un peu à la Indiana Jones parce que même si j'ai quand même les stages que j'ai fait pendant mon école d'ingé, ça me fait en cumuler une année d'expérience. Pour les Coréens, je reste quand même une jeune diplômée. Et donc, il va falloir un peu convaincre une entreprise de m'embaucher. Et Et tu avais appris à parler tu avais appris à parler la langue entre-temps ou pas? oui, alors continuellement, ouais, depuis 2014, j'avais quand même un peu Ah étudié oui, le coréen pour avoir un niveau minimum. Après, c'est pas le niveau que j'ai aujourd'hui déjà, et c'était pas un niveau suffisant, je dirais, pour complètement travailler en entreprise, etc. C'était un coréen de communication, je dirais. d'accord. Et donc, c'est vrai que ça m'a pris du temps, je vais pas mentir, pour trouver un travail full-time. Donc, j'ai mis 6 mois où je cherchais pas ultra activement, mais donc 6 mois où je faisais des petits jobs à côté pour m'assurer l'alimentaire, comme on dit, entre guillemets, et où j'essayais de regarder à droite à gauche. Et en fin 2017, il y a eu un forum d'emploi pour les étrangers, justement, où je suis allée. J'ai rencontré plusieurs entreprises et il y a une entreprise qui m'a proposé un stage de 6 mois. Donc, qui était techniquement pas au niveau de ce que j'aurais voulu faire, mais c'était ma porte d'entrée, entre guillemets. D'accord. Donc, Ouais, oui. parce que le PVT, tu es limité à un nombre d'heures par semaine, c'est ça, hein, sur le travail? En fait, le PVT, il y a un nombre d'heures totales sur l'année auquel on a le droit de travailler, en fait, si on fait vraiment D'accord. techniquement. Parce qu'en gros, c'est soit on travaille un an en étant à maximum 20 heures par semaine, soit on fait comme j'ai fait, c'est-à-dire que moi, j'avais des petits jobs à côté qui étaient, c'était des cours particuliers de langue, donc qui ne sont pas comptés dans ces heures de travail officielles parce que je n'étais pas dans un hagwon, donc qui sont les instituts d'études de langue, Oui. etc. Moi, c'était vraiment des cours privés, donc ça ne comptait pas dans ces heures-là. Et j'ai décidé de contracter en fait toutes mes heures autorisées sur ce stage de 6 mois. Alors ça, c'était ma RH de cette entreprise-là qui avait vérifié que c'était bien possible avec l'immigration. Et oui, en fait, il faut juste que le nombre cumulé d'heures qu'on utilise sur cette année de PVT ne dépasse pas le nombre total quand on fait le calcul aux 20 heures par semaine. Ah Voilà. oui, d'accord. Donc ton PVT à toi, il a démarré en fait avec ce stage en entreprise, J'ai fait 6 mois techniquement. sans boulot concret, Oui, où j'étais, comme j'ai dit, je donnais des cours particuliers. Et les 6 derniers mois, c'était avec ce stage en entreprise. c'était le PVT là, Voilà. voilà, Ouais, qui se mettait en place officiellement, je veux dire. Voilà. c'est ça. D'accord. D'accord. Et c'était quoi la mission? Alors, en fait, moi, donc, c'était une entreprise qui faisait des ventes B2B de produits de beauté coréens. Et donc, moi, j'étais dans l'équipe d'expansion plus orientée sur les marchés occidentaux, donc Europe et Amérique du Nord. Et donc, ils travaillaient beaucoup sur les plateformes de vente en ligne, type Amazon, pour essayer de comprendre comment est-ce que on met des produits en ligne, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils apparaissent bien au niveau des recherches, qu'ils soient bien optimisés, etc., etc. Donc, moi, j'ai travaillé plus,
c'était mon appétence personnelle qui a fait que je me suis un peu retrouvée à faire ça, à faire des analyses de données pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser les descriptions de produits, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ajouter des mots-clés, etc. Donc, tout ce qu'on appelle la SEO, donc Search Engine Optimization, parce que Amazon, ça reste un outil de recherche. On tape notre requête et Amazon va filtrer selon ce que l'algorithme comprend, ce qui est le plus, je dirais, pertinent par rapport à ces mots de recherche. Oui. Donc, arriver à optimiser un peu ces résultats-là. Et aussi après, ça c'est vraiment moi qui ai été proactive dans ce sens-là où j'ai apporté cet esprit technique parce que le reste de l'équipe, ils étaient plus orientés marketing, à savoir voilà quel type de photos ils vont prendre pour les produits ou quels influenceurs ils vont contacter pour essayer de promouvoir les produits sur ces marchés-là, etc. Et moi, j'étais plus sur la partie arriver à avoir des bons résultats, enfin un bon classement dans les résultats de recherche et essayer de voir aussi concrètement par rapport aux investissements qu'on faisait sur les différentes campagnes de pub, etc., quels étaient nos retours sur investissement. Voilà. Ah, personne ne le faisait avant toi, ça, c'est intéressant. Non, et ils n'étaient pas très contents d'ailleurs, parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas très efficace. Donc, parce qu'ils étaient très orientés, oui, ils étaient très orientés à marketing, ou tu sais, après, je vais pas classifier de manière, je vais pas généraliser sur les profils, mais c'était des profils très optimistes, du coup, on fait une campagne marketing, on a vendu du temps, regarde, on va augmenter les ventes, tout va bien. Et moi, j'arrivais un petit peu avec mes gros souliers en leur disant, bon, on va essayer de mettre tout ça à plat au niveau des chiffres et du coup, qui n'était pas aussi, je dirais, positif que ce qu'ils ressentaient. Oui, plus réaliste, quoi. Plus réaliste, plus cartésien. D'accord, très bien. C'est ça. Et ça s'est terminé ou comment tu as évolué après? Alors, en fait, au départ, ils m'ont fait comprendre que ça allait peut-être être compliqué de prolonger. Donc moi, j'avais commencé déjà à chercher un petit peu à droite à gauche et il se trouve que j'ai trouvé un poste dans une boîte française. Et donc, au final, en fait, juste avant la fin, je pense que c'était une semaine avant la fin de mon stage, ils m'ont proposé de garder ce poste-là. Sauf que, en fait, ils avaient embauché une personne senior dans cette équipe qui allait faire à peu près les mêmes choses que moi, mais au niveau plus senior. Donc, j'ai ressenti que j'allais pas évoluer énormément et qu'ils allaient me laisser vraiment faire les tâches basiques, entre guillemets, sachant qu'à l'époque, mon salaire, c'était vraiment… j'étais au salaire minimum. Il faut savoir que voilà. D'accord. C'était une entreprise coréenne ou pas? Je me souviens pas. Une entreprise coréenne. Ouais, c'est une D'accord. entreprise coréenne. Donc, tu étais la seule étrangère dans la boîte? Non, alors ils avaient Non. plusieurs étrangers. C'était plus… Alors, dans l'équipe Asie du Sud-Est, ils avaient des personnes qui venaient des Philippines, du Vietnam. L'équipe qui était dédiée au marché chinois, ils avaient plusieurs Chinois dans l'équipe. Donc non, il y avait d'autres étrangers. Après, moi, j'étais la seule étrangère occidentale, entre guillemets. D'accord. Et donc, au salaire minimum. Oui. Ah ouais, ouais. J'étais vraiment au minimum, ouais. D'accord. Au minima sociaux, quoi. J'étais au salaire minimum, comme je t'ai dit, pour eux, ils font pas trop la différence entre les types d'écoles et les types de formation. Pour eux, t'es jeune diplômé, quoi. Il n'y a pas de… Il n'y a pas de différenciateur, quoi. À part, il aurait fallu vraiment que je sorte d'une université que eux connaissent. Donc, en général, c'est plus je dirais, les universités américaines qui leur parlent. Ou coréennes. Mais, ou coréennes. Mais c'est vrai que, mis à part ces deux types d'écoles, pour le reste, tu sors d'université, c'est la même chose. Bon, j'ai un master, ok. Mais après, ça leur parle pas plus, je dirais. D'accord. Et comment tu as trouvé ce job donc, dans une boîte française? Alors, du coup, ça, pour le coup, c'était un VIE. Donc, c'est une offre de VIE que je regardais régulièrement les offres de VIE. Alors, pour les personnes qui écoutent, parce que je suis sûre qu'il y en a qui cherchent des VIE, il faut savoir qu'il y a énormément de compétition sur les VIE en Corée, je le sais. À chaque fois qu'il y a une offre qui est postée, ils reçoivent des centaines de candidatures. Enfin, moi, j'ai plusieurs entreprises qui m'ont avoué que voilà, ils recevaient tellement de CV que c'était hyper dur de trier. Oui. Et moi, je l'ai fait vraiment au forcing, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon CV, mais en plus de ça, je me suis débrouillée pour trouver les contacts des personnes qui étaient en charge de ce poste en Corée, soit sur LinkedIn, soit par réseau, et essayer de les contacter directement. Oui, puis tu étais là, toi. Tu étais là, contrairement à beaucoup de candidats qui étaient physiquement là. Et c'est vrai, par exemple, une autre personne qui avait été prise en VIE, donc l'entreprise, c'est Hutchinson.
Donc, c'est une entreprise qui fait principalement des pièces détachées pour les grands constructeurs automobiles. Oui. Donc, en Corée, typiquement, ils travaillent avec Hyundai. Et donc, il n'y avait pas uniquement moi en VIE, il y a d'autres personnes. Et parmi ces autres personnes, j'en connais un qui, justement, lui, était physiquement en Corée. Et pour être sûr que son CV soit vu, il est carrément allé à l'adresse de l'entreprise pour remettre son CV en main propre. Et du coup, comme le CEO était là à ce moment-là, il lui a proposé de parler 10 minutes et c'est comme ça qu'il a trouvé son VIE. Voilà, il faut savoir que voilà, c'est une compétition assez forte, quoi. C'est sûr, c'est sûr. VIE, tu es sous quel visa à ce moment-là? Alors, le VIA, c'est un visa D4, il me semble. Donc, en fait, vis-à-vis du gouvernement coréen, on est des stagiaires de longue durée. Voilà, il faut savoir. Et comme notre salaire de VIE, on ne le reçoit pas en Corée, en fait, on le reçoit dans un compte français. Du coup, il n'est pas comptabilisé comme salaire, c'est comptabilisé comme indemnité pour couvrir nos frais en Corée. Voilà, donc c'est un statut qui est un peu hybride, mais sur ces points-là, de toute manière, il n'y a pas vraiment de démarche à faire de la part du VIE en lui-même, puisque c'est l'entreprise et l'ambassade de France qui sont en charge de justement valider tous ces éléments-là du visa, parce qu'il y a des accords Oui. autour du VIE. Oui, donc toi, Voilà. tu postules, si tu es embauché, il Oui, s'occupe c'est un peu, de… voilà. Oui, d'accord. D'accord, donc tu commences en VIE chez Hutchinson pour une durée d'un an? 1 an, c'est ça. Donc, c'était 1 an et en fait, j'ai toujours des problèmes à chaque fois où la situation change, pardon. Donc, j'avais fait 1 an où, au départ, j'étais censée être un peu ingénieure de vente. Donc, j'étais à la fois en contact avec les équipes d'ingénieurs qui travaillaient sur les projets, mais aussi avec les équipes de vente qui discutaient avec Hyundai parce que parfois il y a des discussions techniques à avoir, c'est plus des ventes techniques. Hein. Donc, je n'étais pas en vente pure, mais essayer d'être la personne au milieu entre les équipes françaises qui font une proposition technique et les équipes en Corée qui doivent présenter ça à Hyundai et être sûr qu'il n'y ait pas de problème de communication. Donc, c'est surtout ça que j'avais fait au départ. Et petit à petit, comme il y avait un gros projet qui a été signé avec Hyundai, je suis passée à chef de projet. D'accord. Où j'étais pas chef de projet global, mais je pense qu'en général, sur les projets internationaux, c'est un peu toujours comme ça. Il y avait un vrai chef de projet en France qui est le référent technique, qui a vraiment 20 ans d'expérience, qui a la vision globale du projet. Mais il faut toujours un chef de projet local qui soit là pour être sûr que tout se passe bien, qu'on gère les timings et qui soit un peu le vecteur, je dirais, des bonnes communications avec les différentes équipes. Donc, tu étais Donc, je me suis l'intermédiaire retrouvée. entre les C'est ça. Coréens et puis ces gens en France, même au même fuseau horaire que les Coréens et puis avec la langue aussi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, au bout d'1 an, en fait, le problème, c'est qu'ils ont bougé la production au Vietnam. Et en général, c'est mieux que le chef de projet local soit proche de l'endroit où la production se fait, Ouais. au cas où il y a des problèmes de qualité, etc. Donc, c'est vrai qu'ils ont commencé un petit peu me proposer d'aller au Vietnam, sauf que moi, je n'avais pas forcément envie de bouger de la Corée. C'est vrai que c'est une de mes requêtes, c'est d'essayer de rester physiquement en Corée. Mais pourquoi? Et du coup, C'est ça a peut-être fait. très bien le Vietnam. Ah, mais je ne suis pas contre. Après, c'est plus, moi, par rapport à mon projet, c'est d'avoir une expérience qui soit un peu solide sur un pays. Et je pense que c'est un choix personnel. Hein. Je pense que D'accord, chacun est. bien sûr. C'était la Corée, d'accord. Voilà. Donc, tu ne Du restes… coup, ça a fait que je ne Oui, suis pas restée chez Hutchinson, même si ça restait très intéressant, puisque pour moi, c'était une super expérience dans le sens où c'est l'automobile. C'est un domaine qui n'est pas forcément mon domaine d'intérêt principal, mais c'est extrêmement complexe. Il y a extrêmement comment dire, d'éléments à prendre en compte au niveau de la qualité. Il y a des risques qui sont concrets par rapport à la production. Et du coup, ça fait que les process sont très, très complexes et ça donne vraiment une super mise, je dirais, en bain, entre guillemets, de ce que peut être un projet international avec énormément de différents référents de qualité entre la Corée, l'Europe, voilà, les différents standards, différentes, comment dire, comment est-ce qu'on gère les plannings, comment est-ce qu'on gère les intempéries, comment est-ce qu'on gère tous les problèmes de production qui peuvent arriver. Et c'est ultra dynamique. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, ça m'avait beaucoup intéressé. Malheureusement, je ne peux plus faire plus d'1 an.
Et D'accord. oui. Eh ben, écoute, oui, il faudra que tu écoutes l'épisode qu'on va enregistrer avec Valentin Janniot, je crois qu'il s'appelle, je ne voudrais pas écorcher son Mhm. nom, qui travaille chez LG. Je ne sais pas si tu le connais. Il travaille chez LG, mais dans le département automobile, justement. Ah non, pour le Euh, coup, je ne connais pas. Enfin, ils n'ont pas un département automobile chez LG, mais ils fournissent des équipements, des accessoires auto pour Mhm. des marques, notamment des marques françaises. Donc, c'est pour ça me fait penser à ça, parce qu'effectivement, lui est dans ce domaine technique et auto. Et normalement, on doit enregistrer un épisode bientôt, puis il écoute le podcast, donc je le salue au passage. Et voilà, tu pourrais écouter cet épisode parce qu'effectivement, il est vraiment dans ce domaine-là. D'accord, donc toi, tu restes pas. Qu'est-ce qui se passe alors après? Et du coup, bah, je cherche ma prochaine opportunité. Et je rentre en contact donc avec, pareil, c'était une offre de VIE, sauf que moi j'avais déjà fait un VIE, donc c'était pas possible que que je fasse un second contrat de VIE. C'est-à-dire que le VIE, on peut le faire qu'une fois. Et du coup, mais comme j'avais l'offre et j'avais le nom de l'entreprise, ça m'a permis de faire ma petite recherche, comme Ouais. d'habitude, de contacter l'entreprise et de leur dire, voilà mon CV. Moi, je suis physiquement en Corée. J'ai déjà eu des visas en Corée, donc au niveau de l'immigration, ils vont être un peu plus sympas pour donner le visa, parce que c'est vrai que pour donner un visa de travail, en général, ils sont pas très, je dirais, sympathiques, mais s'ils voient qu'il y a un passif physique en Corée qu'on a déjà travaillé, c'est un peu plus facile pour les démarches. Je parle coréen et je suis disponible rapidement. Du coup, c'est comme ça que j'avais fait ma première approche auprès de l'entreprise. Et ils m'ont recontacté. Et en fait, là, c'est pareil, c'est un peu le réseau qui a joué, puisque cette entreprise-là, Amaris, était en lien avec quelques entreprises en Corée et des personnes qui me connaissaient. Et donc, quand ils ont vu mon CV, qui ont dit, ah oui, mais Soukaina, on la connaît très bien. Enfin, on la connaît très D'accord. bien. Je ne sais pas à quel point ils me connaissent, mais en tout cas, qu'ils me connaissent et qui savent que je parle coréen et que je suis là et que je n'ai pas bougé depuis quelques temps. Voilà, ils t'ont validé, C'est ça. Ils ont validé mon profil. Très bien. Et dans ce sens-là, c'est comme je disais, c'est des personnes avec qui j'avais parlé depuis 2, 3 ans avant, qui m'avaient pas offert d'opportunités tout de suite à ce moment-là, même si j'étais en galère, que je cherchais à ce moment-là quelque chose de plus concret, mais ça se concrétise sur la longue durée. Donc c'est dans ce Ouais. sens-là où moi, de toute façon, je recommande de travailler son réseau où qu'on De, soit, je de dirais. cultiver son réseau, oui, Ouais, et pas d'espérer. Non, mais c'est important ce que tu dis, c'est vrai, parce que les gens, des fois, il y a de la confusion. C'est de ne pas espérer des résultats immédiats, effectivement. Un ouais. réseau, c'est sur la durée. Et peut-être à un instant T, on n'en a pas besoin, mais plus tard, ça peut revenir. Et là, en l'occurrence, comment tu l'as su d'ailleurs qu'ils avaient validé ta candidature, ou enfin qu'ils avaient donné une opinion favorable? C'est du coup mon chef qui me l'a avoué une fois que j'avais signé avec eux, qui m'a dit oui, D'accord. mais tu sais, nous on était en contact avec un tel et un tel, et ils m'ont dit qu'ils te connaissaient, et du coup c'est vrai que ça avait un peu rassuré parce que donc l'entreprise Amaris c'était pas du tout en Corée et ils voulaient faire une ouverture de bureau. Donc ils C'est cherchaient quoi, une personne Maris? qui sera Amaris, donc c'est une entreprise qui principalement fait du consulting donc en technologie. Donc ils envoient des consultants dans les entreprises où ils peuvent comment dire, outsourcer, je ne sais même plus comment traduire ça en français, mais ils peuvent proposer Oui, de prendre quelques parties de la gestion IT en tant que centre de service. Donc là, sous-traité, oui. d'enlever cette sous-traiter, ouais, tout à fait, désolé. Mhm. Non, pas de Sous-traiter une souci. partie des services IT. Ils font aussi du conseil plus côté ingénierie, donc notamment en automotive ou en électronique, en énergie. Mais donc voilà, ça va être une entreprise assez flexible, je dirais, au niveau des services qui sont offerts, mais toujours autour des domaines technologiques. D'accord. Et donc, ils avaient une présence en Chine depuis 6 ans, qui était bien établie, une présence au Japon, où ça faisait 2 ans et quelques qu'ils avaient un bureau ouvert avec des opérations. Et en Corée, en fait, ils avaient quelques consultants qui étaient déjà en mission chez le client, mais ils n'avaient pas de bureau physique. Tout était géré à distance, soit depuis le Japon, soit depuis Hong Kong, soit depuis la Chine. Donc, ils voulaient avoir une présence physique. Et donc, ils cherchaient une personne qui était un peu intrapreneur, je dirais, pour justement établir les opérations, établir les premiers liens avec les clients de manière physique, je dirais, rencontrer des nouveaux clients clés ou des branches étrangères de leurs clients qu'ils ont déjà historiquement depuis plusieurs années. Et donc, c'était apparemment, le process de recrutement était assez long parce qu'il faut trouver une personne voilà, à qui on peut faire confiance et qui va pouvoir
tenir, entre guillemets. Puis qui connaît ce la poste-là, parce que culture, qui connaît la voilà. langue, mais qui est française. C'est français, Maryse? Ou Oui. ouais. Donc voilà, Alors, donc c'est il fallait, suisse, mais c'est des Français. Donc, oui. Francophone, on Oui. va dire, d'accord. Donc c'était francophone, donc idéalement, c'est quelqu'un qui peut parler les deux langues, oui, qui est présent dans le pays, qui connaît C'est déjà un ça. petit peu. Donc c'était Oui. toi. Voilà, tout à fait. Non, je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis sur ce profil-là aujourd'hui, mais c'est vrai que ça correspondait bien à mon Ouais. expérience passée. Et après, le seul, je dirais, aspect qu'il faut quand même connaître quand on fait ce type de poste, parce que je pense qu'en Asie, il y a beaucoup d'opportunités de ce type-là, d'entreprises qui veulent être physiquement dans un pays, qui veulent commencer leurs opérations, et donc qui envoient un petit peu une personne voilà, pour tâter le terrain, pour voir Ouais. comment ça se passe, etc. Donc, la partie compliquée, c'est que c'est vrai que comme on est isolé physiquement, faut être assez organisé par soi-même. Faut pas avoir besoin d'une équipe derrière qui nous pousse, quoi que ce soit. Faut être motivé, savoir se motiver et savoir un peu voilà, aller au front, entre guillemets, d'aller rencontrer des personnes, leur expliquer, voilà, nous, je représentais l'entreprise et on peut proposer tel type de service. Oui, Donc, comme tu le disais très bien, il y a un côté un peu entrepreneur dans le patron de pays, en fait, puisque c'est ça, même si t'es pas patron parce que tu es toute seule, mais au départ, mais il y a un c'est côté ça. entrepreneur et donc se responsabiliser, oui, puisque tu as pas forcément d'horaire ou de chef pour te surveiller, oui, clairement. D'accord. Là, ouais. Pour le coup, physiquement, j'avais personne qui était derrière mon épaule pour voir si je Voilà. travaillais ou pas, quoi. Voilà, comme quelqu'un qui Donc, montrait sa boîte et qui, effectivement, se retrouve à un moment livré à lui-même. Oui, d'accord. c'est ça. Après, c'est vrai que moi, l'entrepreneuriat pur, peut-être que j'ai encore un peu peur de me lancer complètement. Et c'est vrai que c'était une opportunité pour moi d'avoir cette expérience tout en ayant un peu la sécurité de derrière, voilà, je fais partie d'une entreprise et j'ai quand même une équipe derrière qui peut m'aider quand j'ai des galères. J'ai quand même des personnes qui peuvent me donner des retours d'expérience. J'ai quand même un salaire qui tombe régulièrement. Donc, c'est vrai que j'avais un peu ce côté sécuritaire, je dirais, sur ce Clairement. poste-là, Oui, qui m'a clairement, qui est permis très d'un peu, important. voilà. Ouais, Ah oui, oui, on voilà. pourrait dire tu joues avec l'argent des autres, hein, ce qui est une grosse différence. Ce qui est une grosse différence par rapport à quand on joue avec son propre argent, qu'on a Ouais, tout à investi fait. soi-même. C'est vrai que c'est une sécurité. Mais comme tu dis, c'est c'est une bonne étape quoi, entre effectivement C'est le une bonne manière salariat de et voir est-ce que l'entrepreneuriat. ça, ouais, de Ouais, voir si ça vous correspond, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément pour tout le monde. Et c'est une bonne manière un petit peu de tester ouais. le mode entrepreneurial et de voir si ça correspond à votre personnalité, quoi. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant. Et Covid-19 est arrivé. Moi, j'étais très bien sur ce poste parce que Ah voilà, mince, oui. Donc tu as je commencé commençais quand? Tu avais commencé? Alors, j'avais commencé avec eux en juin 2019. Donc, j'ai fait une petite période en France où j'avais vu un peu les équipes en France, comment ils travaillaient, comment en fait était organisé un bureau, je dirais, bien établi et les différentes opérations, etc., pour me donner quelques idées. Et après, j'étais allée en Corée, donc fin 2019. Donc, j'avais commencé à rencontrer un peu les gens, sauf que début 2020, les choses ont commencé en Asie Bam. à pas mal se serrer. Et en fait, moi, c'est vrai que de manière naturelle, entre guillemets, connaissant un peu la manière dont les Coréens réagissent aux intempéries ou aux choses imprévues, j'avais dit à mon équipe qu'il fallait juste attendre un petit peu, mais que la Corée resterait, selon moi, un marché qui tiendrait mieux que l'Europe. Et que de manière inévitable, l'Europe allait être touchée par cette pandémie, même s'ils avaient l'impression que c'était absolument invincible. Enfin, en début 2020, en France, moi, je sais que voilà, mes parents paniquaient, tout le monde paniquait. Je leur disais, mais il faut que vous vous inquiétiez pour vous, parce que moi, je sais qu'en Asie, ils ont l'habitude, avec la Chine, enfin, chaque année, il y a une sorte de nouvelle grippe qui apparaît où on ne doit pas acheter d'œufs pendant un mois, ou en tout cas, on doit vérifier les dates ou les numéros de série. Ils ont l'habitude de ce genre de pandémie parce qu'ils sont dans une société où il y a énormément de monde dans un endroit assez restreint et ils savent s'organiser et de manière générale. Donc, c'est vrai que j'étais assez, je vais pas dire optimiste, mais je me disais qu'ils allaient réussir quand même à gérer dans une certaine mesure, mais que par contre, si ça arrivait en Europe ou voilà, en Amérique ou
dans des pays occidentaux, ça allait être vraiment un problème. Donc, C'est bon. de la politique que tu devrais faire, hein, parce que personne ne Ah l'a ouais, vu venir. Personne ne l'a vu venir chez nous. Et moi, le premier, c'est vrai que je me souviens quand ils ont fermé la ville de Wuhan, on regardait ça en se disant c'est un truc qui arrivera jamais chez nous. Ça, confiner des millions de personnes chez eux, ça peut arriver qu'en Chine, quoi. Et ouais, on avait Non, tort, alors, ouais, effectivement. Et donc pour le l'impact, coup, ouais. l'impact, c'est que comme l'entreprise, c'est vrai qu'Amaris, il reste relativement jeune puisqu'ils ont quoi, 10 ans en tout d'expérience et du coup, ils ont bougé très, très rapidement et ils évoluent très, très rapidement. Et au début, comme ils ont vu la pandémie, surtout en Asie, et que je pense qu'ils se sont dit aussi que ça allait être limité à l'Asie, ils ont sécurisé surtout leurs opérations en Europe et tout ce qui était opération type startup, puisque moi, en fait, je ne rapportais pas encore du chiffre d'affaires concrètement pour couvrir tous les frais que je créais, même si j'en créais pas beaucoup. Ils ont voulu déjà mettre en pause les activités startup et un peu de la même manière que Timsa, ils m'ont proposé sinon d'aller à Hong Kong pour une période indéterminée. Ben, Et moi, je me disais décidément. indéterminé, moi, je ne sais pas si ça veut dire 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est un peu compliqué, quoi. Et pourquoi Hong Kong? Parce qu'il y avait déjà un siège établi là-bas, c'est ça? C'est Enfin, ça, un ils avaient siège, déjà un bureau un à Hong bureau établi. Kong et il y a la personne un des managers qui a quitté à ce moment-là. Du coup, il se retrouvait à avoir besoin de quelqu'un pour remplacer. Et du coup, ils m'ont proposé d'y aller. J'ai refusé. Après, c'est moi et mon caractère. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de fautif. Mais c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'ai préféré leur dire voilà, moi, soit vous me proposez de rester en Corée où je sais que c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas un retour sur investissement aussi rapidement que prévu, mais je sais que dans la longue durée, ça marchera. Ou on décide d'en rester là et c'est malheureux, mais voilà. Et du coup, eux, Oui, ils avaient vraiment une vision, je pense, une urgence financière à ce moment-là qui a fait qu'ils ont préféré, on a coupé les ponts, entre guillemets. Ils m'ont dit, on te recontactera si on a besoin peut-être en été ou un peu plus tard dans l'année. Bon, ça, ils m'ont pas recontacté. Mais je pense que c'est parce que voilà, la situation a évolué bien différemment de ce que tout le monde pouvait imaginer. Donc, oui, puis c'est pas fini, ouais, hein, on peut pas considérer que la crise soit finie, mais c'est bah, ça. c'est courageux, oui, effectivement. Donc parce que tu as lâché l'offre finalement, et pour rester en Corée, tu as refusé Ouais. de continuer avec eux, quoi, finalement. Mm. D'accord. Après, ouais, c'est dommage parce que pareil, hein, c'était un poste qui m'intéressait beaucoup. Mais comme j'ai dit, après, je sais pas les personnes que tu vas interviewer ou que tu as interviewé, ton ressenti général. C'est vrai que en comparaison à ce qu'on peut avoir en France, c'est quand même compliqué quand on est expatrié dans un pays comme la Corée à avoir une carrière qui soit passer 5-6 ans dans la même entreprise en montant les échelons. En général, les personnes bougent quand même pas mal parce que les opportunités pour les étrangers, elles sont un peu Oui. customisées, quoi. Elles sont pas, c'est pas le poste classique d'un Coréen qui va rentrer dans une entreprise et qui va monter les étapes une à une. Donc, Ouais, c'est ouais. pas quelque chose qui. Bah, la vie d'expatrié en général est faite effectivement de passages assez courts, hein, et c'est vrai qu'on se rend compte que ceux qui restent dans un pays sont souvent les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, il n'y a Oui. personne pour leur dire bah, maintenant tu vas aller faire 3 ans au Japon ou tu vas aller faire 3 ans à Hong Kong. Mais ça dépend. Il y en a qui préfèrent justement faire 3 ans ici, 3 ans là, d'autres qui préfèrent rester. Effectivement, le meilleur moyen de rester en Corée, c'est encore de créer son entreprise, mais ça viendra peut-être Oui. plus tard. Oui, non, mais c'est quelque chose, c'est un retour que j'ai souvent eu et c'est quelque chose sur lequel je suis assez d'accord, dans le sens où même moi, je vois qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus facile pour moi de trouver des opportunités quand j'étais jeune diplômée. Parce que mes attentes salariales n'étaient pas extrêmement hautes, mes attentes en termes de qualité ou de mission que je voulais faire concrètement, j'étais pas ultra sélective. Alors qu'aujourd'hui, je commence à avoir certaines attentes, je commence à vouloir faire certaines missions très précises, où là, mon panel, je dirais entre guillemets, de choix est quand même beaucoup plus restreint, parce que le VIE, ça correspond peut-être plus exactement au type de mission que je veux faire. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui, pareil, ont travaillé dans des entreprises coréennes et qui, au bout d'un certain nombre d'années, se retrouvent un peu à la limite, entre guillemets, de ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils Ouais. vont pas devenir CEO, que le chef coréen n'a pas forcément d'autres choses à leur proposer, et du coup, comme tu le dis, qui créent leur activité. Parce Voilà. qu'ils savent qu'ils peuvent apporter quelque chose et ils le font par eux-mêmes, quoi.
Voilà, ouais, parce que dans le salariat expatrié, l'évolution passe souvent par un changement de pays. Au bout d'un moment, ben voilà, si tu veux monter en compétences, il va falloir que tu changes de pays, même si tu restes dans la même boîte d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a ceux à qui ça convient et puis ceux qui veulent rester parce qu'ils ont des attaches, de la famille, des enfants ou parce qu'ils aiment le pays et qu'ils ne veulent pas aller ailleurs. Et effectivement, là, ça devient plus difficile d'évoluer. Mais ça se voit, hein, on voit des gens qui restent à des postes un peu en dessous de leurs compétences parce qu'ils Tout à savent fait. qu'ils ont atteint, comme tu dis, leur maximum d'évolution, mais qui veulent pas sacrifier leur qualité de vie ou leur style Ouais, de leur vie choix. pour, Ouais. euh, pour, pour bouger. D'accord. Donc là, on est à quel moment quand tu arrêtes le contrat? Et du coup, là, on est à mi-2020, donc on est à peu près en avril-mai 2020. Ouais, Et donc là, je pense que c'était une période assez compliquée, puisque là, je me retrouve vraiment à sec, puisque je ne m'attendais pas à ce que mon poste s'arrête aussi rapidement. Je suis en plein dans la pandémie, du coup, très compliqué d'aller rencontrer des gens ou d'aller prospecter des gens ou d'aller chercher un petit peu à droite à gauche, voilà, pour être très honnête. Donc j'ai un petit peu eu une période de creux, je dirais, où j'étais un peu chez moi à essayer de chercher à droite à gauche, mais c'était assez compliqué, surtout que voilà, les entreprises étrangères étaient assez frivoles entre guillemets parce que les entreprises européennes, bah, ils savaient pas comment ça allait évoluer, est-ce ouais, qu'ils allaient mettre des budgets pour embaucher des personnes. Pas mal d'entreprises internationales qui étaient sur carrément des gels des recrutements, donc interdits de manière, même s'ils avaient besoin d'une personne parce que le siège avait décidé que le recrutement était gelé, bah, ils ne pouvaient pas recruter. Euh, donc, c'est vrai que voilà, c'était un peu la période de doute, entre guillemets. Et donc, une fois ouais, le printemps passé, c'était plus au niveau voilà, de l'été, donc juillet, août, enfin juillet surtout, où là, j'ai vu que les entreprises ont recommencé à se réveiller, entre guillemets, à voir que finalement, la Corée, ça se passait pas trop mal par rapport à ce qu'il y avait en France et que peut-être que geler les opérations en Asie, c'était pas l'option la plus stratégique, sachant qu'en Europe, on ne sait pas vraiment voilà, comment ça allait évoluer. Et du coup, j'ai été contactée par quelques entreprises. Enfin, moi aussi, j'ai contacté des personnes que je connaissais dans mon réseau qui m'ont un peu transmis les offres qu'ils avaient. Et donc, j'ai eu deux offres, en fait, à un moment où j'ai pesé un peu les pour et les contre. Et finalement, je me suis retrouvée, donc, comme j'ai dit, chez Fairtrade International, où ils avaient ce projet-là de Big Data avec le gouvernement coréen. Donc, je les ai rejoints sur ça. J'ai fait toutes les étapes d'avant-projet. Et bah, après, bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu encore une fois. Mais bon, après, j'ai quand même fait des choses intéressantes dans le sens où c'était un domaine qui était nouveau. Moi, j'aime toujours expérimenter sur des nouveaux domaines, un peu découvrir comment les choses sont organisées, etc. Donc, j'ai géré des projets qui étaient plus sur le développement international, des projets d'aide, etc., de subventions. J'avais notamment un projet en Éthiopie où on a subventionné pour l'achat de livres et de matériel scolaire pour des enfants dans une région d'Éthiopie qui est assez recluse, où ils n'ont pas d'accès justement à ce type de matériel. Enfin, du coup, pas du tout technique, mais ça reste un projet international, ça reste la gestion de projet. Je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que c'est très similaire, quel que soit le domaine où on se retrouve au final. Donc, oui, on d'accord. arrive à trouver des similitudes, même si c'est pas dans un domaine technologique, même si c'est pas voilà dans le même type d'entreprise. On arrive toujours à retrouver un peu ces marques et à se dire bon bah là, on est à telle étape. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça passe à l'étape suivante? Il y a des Ou là, je mécanismes, dois, ouais. c'est ça. Ou quand il y a des situations de blocage entre deux personnes, bon bah c'est quelque chose, quel que soit le domaine d'activité, ça arrive quoi. Deux Ouais. personnes de pays différents qui discutent et ça marche pas, ça clash. Et le chef de projet, en général, il est là pour un peu essayer d'apaiser tout le monde, de faire plaisir à tout le monde et de faire en sorte qu'ils disent bon bah d'accord, ok, je veux bien faire ton truc. Bon, parce Voilà, que ouais, tu es bien sympa avec moi, je suis d'accord d'envoyer ton truc. d'arrondir les Mais angles des deux côtés. Ouais, là, tu étais c'est en quel ça. visa là à ce moment-là? Donc à ce moment-là, en fait, c'est là où j'ai switché parce que donc j'avais eu mon visa de travail avec Amaris et j'en avais un petit peu marre de d'avoir toujours parce que le problème du visa de travail ou même du visa de VIE, etc., c'est qu'on est très dépendant de l'entreprise. Oui, On n'a vraiment pas d'indépendance personnelle, je dirais, de pouvoir bouger, etc. Et toutes les démarches sont en fonction de l'entreprise. Et même vis-à-vis du gouvernement coréen, on est un peu propriété, entre guillemets, de notre entreprise. Donc, c'est un peu, voilà.
c'était pas un statut qui me convenait à 100%. Et donc, c'est là où j'ai switché justement à un visa de résidence. Donc, c'est des visas à points qui se font en fonction du diplôme, du niveau de coréen, des années d'expérience, aussi du domaine d'activité, on va pas mentir, parce que les domaines technologiques, c'est quand même là où ils recherchent plus de Ils monde. recherchent plus de monde. C'est le fameux visa F2-7, c'est ça? Oui. Du coup, voilà, arriver il faut convaincre, entre guillemets, qu'on a bien toutes les bonnes conditions pour vivre en Corée et qu'on convient aux attentes de la société coréenne en termes je dirais, de statut, parce qu'il y a aussi quand même des conditions en termes d'âge et en termes de salaire, qui sont quand même, pas négligeables. Et où, en fait, si on matche bien dans leur profil type, on peut avoir un visa, justement, de résidence. Oui, Voilà. donc toi, tu combinais l'éducation, l'expérience, enfin l'éducation, je veux dire la formation en français, l'expérience, la langue, et donc tu as eu suffisamment de points pour passer sur ce visa, mais qui est un visa qu'il faut renouveler, hein, c'est ça? Dans tous les cas, oui. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont en visa permanent d'étranger. Je pense qu'il faut vraiment prouver, voilà, avec Pardon, beaucoup ce que je voulais d'efforts. dire, oui, ce que je voulais dire par Oui. renouveler, c'est qu'il faut en plus remplir les critères de renouvellement. Oui. Voilà. Oui. Donc continuer à gagner de l'argent, à se développer, enfin à apprendre la langue, etc. D'accord. Après, la langue, je pense que c'est pas bon. Une fois qu'on a un certain niveau, il n'y a pas trop de soucis. Mais oui, effectivement, à part, je crois que c'est le visa F5 de résident permanent, mais même celui-là, il doit être renouvelé, je crois, tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Mais dans tous les cas, oui, tous les visas, faut les renouveler. Oui, tout à fait. Moi, je trouve trop souvent, mais… C'est vrai que oui, beaucoup trop souvent. Mais si on compare le visa de mariage, par exemple, il suffit de continuer à être marié, quoi. Donc, c'est moins… Mais même sur le visa de mariage, je sais que si on n'a pas d'enfant, parce que moi, j'ai des collègues, justement, j'ai une collègue qui est mariée avec un étranger qui m'a dit… mais moi, donc une Coréenne qui me dit, moi, ce qui m'énerve, c'est que comme on n'a pas d'enfant, du coup, le gouvernement, à chaque fois, nous donne qu'un an. Alors que, bon, le statut de mariage, normalement, il va pas… Enfin, on espère quand même, il change pas toutes les années. Mais c'est vrai que même sur le visa de mariage, ils sont un peu frileux à donner plus d'un an si le couple n'a pas d'enfant. Donc, oui, voilà. tout à fait. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que chaque visa vient avec ses obligations. D'accord, mais donc tu as ce visa et c'est celui qui continue maintenant. Donc là, on a bouclé la boucle, oui, on est revenu à ton expérience actuelle. Donc, la Corée, c'est pour de bon. Pas question d'aller à Hong Kong, au Vietnam ou ailleurs. Ne me contactez pas pour ça. Non, je plaisante, mais qu'est-ce qui te plaît justement en Corée? Quel est le truc si tu devais en citer un, qui te manquerait beaucoup si tu devais t'en aller? Pour faire un petit peu un retour sur ta remarque de la Corée, c'est pour de bon, c'est vrai que moi, je voulais vraiment avoir pas justement cette expérience-là d'expatrié qui fait un an à droite, un an à gauche et qui bouge beaucoup. C'était pas ça que je recherchais. C'était vraiment plus d'arriver à avoir un cumulatif, voilà, des années cumulées dans un même pays où j'arrive vraiment à comprendre un peu plus en profondeur la façon dont il fonctionne et la façon dont il travaille et où j'arrive à construire un peu quelque chose. Donc, c'est vrai que c'était pour ça que j'étais un peu psychorigide, je dirais, entre guillemets. Oui, mais surtout, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu n'as quand même pas choisi un des pays les plus faciles et c'est un pléonasme? Je m'en suis rendu compte, je dirais progressivement. Mais oui, effectivement, la Corée, c'est pas le pays le plus facile, je pense, où on peut s'établir en tant qu'expatrié. Après, peut-être que j'aime me donner des challenges compliqués, je pense. Ça fait partie un peu de ma personnalité. Mais je dirais, bon, après, il y a plein de choses, quel que soit le pays où on est, il faut être réaliste. Il y a plein de points qui vont pas nous convenir, qui vont être compliqués. Travailler en entreprise coréenne en tant que femme, jeune, dans des domaines qui sont techniques, c'est pas toujours facile. Je vais pas mentir, parce que voilà, on a beau… la Corée, c'est un pays qui est très développé, mais qui s'est développé beaucoup plus rapidement technologiquement que socialement. C'est-à-dire qu'il y a des mentalités qui restent quand même un peu à l'ancienne, entre guillemets, sur certains points qu'il faut savoir. Voilà, je pense que quelqu'un qui travaille au Japon ou qui travaille en Corée, il faut être très conscient de ça quand même, que ça reste une difficulté. Après, moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai vraiment l'impression d'évoluer. Voilà, chaque année, quand je fais un peu un retour sur moi l'année dernière et moi aujourd'hui, en termes de compétences, en termes de ce que je sais faire, en termes de choses que j'ai surmontées, entre guillemets,
j'ai vraiment l'impression d'évoluer et de grandir. Et je me dis que peut-être que si j'étais restée en France, ça aurait été beaucoup moins compliqué, mais j'aurais peut-être moins évolué. Je pense que c'est ça qui au final justifie, entre guillemets, les difficultés et les points un peu plus négatifs. C'est que c'est vrai que la Corée, c'est un pays qui est en mouvement constant et ça oblige la personne voilà, d'être toujours aussi en reconstruction. Et je pense que c'est la même chose que ce soit pour les personnes qui travaillent que pour les entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs aussi, ils ont un peu ce même cheminement, ceux qui veulent rester en Asie. Il y a énormément de remises en question à faire constamment et voilà, à essayer de un peu suivre le flow, je dirais. D'accord. Oui, Qui, donc voilà. le but, c'est de réussir le challenge Corée, ce qui veut dire que tu ne resteras peut-être pas forcément ici une fois que tu auras eu ton expérience significative, comme tu Non, dis. je me vois pas, honnêtement, hein, je me vois pas rester en Corée peut-être ad vitam aeternam, dans le sens où déjà j'essaie, bon, je me projette peut-être un petit peu loin, mais typiquement, un des sujets qui fait veto pour moi, c'est les enfants. Je me vois pas élever des enfants ici en Corée, dans le sens où le système scolaire, il est ultra compétitif. Aussi, il y a quand même pas mal de on a un accès à l'éducation en France quand même qui est assez égalitaire, je ne vais pas mentir. À partir du moment où une personne est vraiment motivée pour faire des hautes études, il y a des moyens d'y accéder. Il n'y a pas de point bloquant total par rapport aux ressources financières, hein, je vais assez concrète. Alors qu'ici, en Corée, tout de même, selon les ressources financières des parents, les choses qui sont accessibles aux enfants, il y a un gros différentiel. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu de la part de mes collègues coréens, mais même en regardant un petit peu concrètement pour essayer d'avoir accès à telle ou telle université, l'investissement qui est nécessaire côté parents, l'égalité des chances, c'est quand même peut-être pas voilà, c'est pas la même qu'en France. Et même au niveau santé mentale, hein, tout simplement. J'ai Ouais. pourtant fait des études compétitives, entre guillemets, parce que j'ai fait une prépa. Mais quand je compare à ce que la pression, parce que comme j'ai dit, j'ai donné des cours de langue au tout début de mon arrivée en Corée, quand je voyais le niveau de stress auquel étaient soumis les élèves qui étaient au collège, au lycée, je me disais, je ne sais pas si j'ai envie voilà, d'élever des enfants dans ce type d'environnement. Tout à fait, et j'irai même plus loin parce que je me rends compte, pour le pratiquer, que ça commence à la maternelle et ça commence à Oui. l'élémentaire. Les écoles terminent assez tôt et après derrière les parents payent des cours particuliers à des enfants qui commencent déjà à être sous pression, ce que nous on a en prépa HEC. Ils commencent à le Oui. vivre au niveau du CP ou du CE1 et c'est ça qui est assez impressionnant. On s'en rend pas compte parce que je savais que ça existait, je savais pas que ça démarrait aussi jeune et financièrement aussi parce que ça veut dire que du coup, tu commences à payer des cours particuliers à partir, on va dire, de 6-7 ans, quoi. Donc effectivement, ouais, ouais, tout à fait. Bah, tu as répondu du coup à la question qui suivait, qui était le truc qui te ferait fuir le pays. Oui. Tu as répondu de manière très claire et sans ambiguïté. La dernière question, comme ça, un peu personnelle, c'est quel est le truc que tu aurais aimé qu'on te dise avant parce que ça t'aurait facilité la vie si tu l'avais su tout de suite? Euh, que même si c'était un pays où tout allait rapidement, il faut quand même s'armer de patience. Je pense que j'avais des attentes. Non, mais je pense que C'est j'avais un des très bon attentes en point. arrivant. Oui. Oui, oui, non, mais quand j'étais arrivée en tant que jeune diplômée, je me suis dit, ouais, j'ai un super diplôme et tout, ça va être hyper facile pour moi, j'ai quand même trouvé quelque chose. À partir du moment où voilà, je remonte les manches, ça va marcher. Mais ça marche, mais il m'a fallu quand même plusieurs années. Donc, que dans tous les cas, quel que soit le projet qu'on ait, si on a un projet d'expatriation, comme tu as dit, dans un pays qui n'est pas forcément aujourd'hui ultra ouvert aux expatriés, ou en tout cas où toutes les choses ne sont pas mises en place pour que ce soit facile pour s'expatrier, il faut quand même avoir de la patience et se dire que voilà, un projet, ça se construit étape par étape. Donc, je pense que ouais, ça aurait été. Ouais. J'aurais dû avoir cette mentalité-là. Mais ce que tu dis, c'est pour ça que ça me faisait rire, parce que ça se retrouve aussi, je trouve, dans la société, c'est-à-dire que tout va très vite, mais des fois, ça peut dérailler, et du coup, on peut passer des heures sur quelque chose. Je vois l'ouverture d'un compte en banque, c'est vrai que ça se fait dans la journée, donc c'est extraordinaire, mais par contre, tu vas passer 3 heures à la banque, à remplir des Oui. documents, voilà, et s'il y a un document qui n'est pas clair, il va falloir y retourner, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a ce mélange
de rapidité extrême qui nous fait envie, parce que quand on voit comment ça se passe en France, c'est catastrophique. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être capable de passer 2 ou 3 heures à préparer un truc, à remplir un document, à revenir parce que c'était pas les bons. Donc je trouvais que c'était bien résumé effectivement. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as une annonce, un projet, quelque chose, que tu veux échanger avec, les gens qui nous écoutent? Moi, personnellement, pas particulièrement. Après, comme j'ai dit, au niveau de la French Tech, on a notre événement Tech for Good, donc qui est début mai. C'est le 10, 11, 12 mai. Et donc, on invite tout le monde à s'inscrire, soit pour juste participer à l'événement en tant que spectateur, hein, soit en ligne ou en présentiel pour les sessions qui seront faites physiquement. Comme j'ai dit, on croise les doigts. Et également pour les personnes qui ont des projets start-up et qui voudraient présenter face à des investisseurs et avoir quelques opportunités aussi. Nous, on va diffuser un petit peu les informations par rapport à leurs projets sur nos différents réseaux, de s'inscrire. Donc, toujours sur notre site, il y a tous les liens et toutes les explications. Et voilà, que ça peut être une super opportunité pour eux également. Voilà. D'accord. On mettra le lien, oui, le lien du site web dans la description de l'épisode. Merci encore, Soukaina, pour ton temps et pour ton témoignage, ton Merci à expérience. toi. Et puis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, même si vous n'écoutez pas le podcast sur cette plateforme. Cela nous permettra de remonter dans les classements. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt.